Dans nos sociétés, la justice sociale ne se résume pas à une belle idée. C'est un combat quotidien pour l'égalité, la dignité et la reconnaissance. Ce soir, dans Muslima, on s'interroge. Quelles sont les discriminations que vivent encore les femmes, en particulier les femmes musulmanes? Comment pouvons-nous faire le plaidoyer, l'éducation et l'engagement, devenir des actrices du changement? Ce soir, nous nous intéressons au sujet femmes musulmanes et justice sociale, plaidoyer contre les discriminations. Bienvenue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Soyez les bienvenus dans votre émission du week-end. C'est vendredi. Et vendredi, vous le savez, pour ne pas dire vendredi, vous le savez, sur le plateau de Muslima, on échange, on discute de sujets très intéressants nous concernant la gente féminine. Et je suis avec les Muslimates pour parler de ce thème combien important. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Massa. Wa alaikum salam, Mariam. Comment tu vas? Ça va, et chez toi? Ça va, alhamdoulilah. Le vendredi, ça commence bien, ça démarre bien. Un peu fatigué, mais ça va, alhamdoulilah. Un peu fatigué, mais ça va. Ici, c'est la bonne ambiance. C'est ça. Donc, on n'a pas le droit d'être fatigué. Hein? On va essayer. On va essayer, Inch'Allah. Ou bien c'est le truc que je devais dire aux téléspectateurs là. Ah, de laisser. Okay, aujourd'hui est vendredi, allons au week-end en paix. Ah, d'accord, donc on va partir en paix. Alors, comment va Maté Traoré? Super bien. Pas trop fatigué? Oh, le fait de me retrouver avec les filles, ça fait que la fatigue se dissipe rapidement. Maté aussi, hein? Maté, elle nous suspendait. Attends, on est suspendu au matin, on est très suspendu. Juste de l'autre côté, on a Jamila Sidibé. Salam alaikum, Jamila. Wa alaikum salam, Mariam. Ça va, Jamil? Ça va, alhamdoulilah. Bien, bien. Ah oui, on remercie Allah. On remercie Allah SWT. Et puis, on a notre invité pour échanger du thème du jour. Sonia Fatima Anoki est sage-femme. Elle est entrepreneure. Elle est également vice-présidente d'association. Salam alaikum wa rahmatullah. Mariam. Ça va, Sonia? Oui, ça va, alhamdoulilah. Pas trop fatiguée? Non, ça va. On a fait combien d'accouchements déjà? Je ne peux pas compter. On ne peut pas compter. C'est beaucoup. Pour la semaine? Et pour la semaine, bon. Ça dépasse 10? Oui, ça dépasse 10 parce que dans la dernière 24 heures que j'ai fait, on a fait 10 accouchements. Avant ça, on était autour de 8. Donc voilà, je peux dire 18 comme ça. Vous n'êtes pas les sages-femmes qui frappent les films et leur parlent mal là, quand ils accouchent? Non. En tout cas, depuis que j'ai commencé là où je suis, je n'ai pas encore vu de sage-femme maltraiter une femme. Alhamdoulilah. Vous aimez prendre votre défense, donc on va faire comment? Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas encore vu. Parce que si je vois, je vais interpeller. Oui, parce que tel que je te connais, je sais que tu vas interpeller. Et très tranchement, ou bien? Tranchement, en tout cas. Mais ça va, alhamdoulilah. D'accord. On parle de justice sociale. Quand on parle de justice sociale, comment on peut déjà définir ce terme-là? Justice sociale, discrimination. D'abord, la justice sociale, c'est l'équité, l'égalité en valeur et entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand on parle de, je vais dire du genre, donc quand on parle de genre ici, on parle de l'homme et la femme. Et la femme, effectivement. Donc l'équité, l'égalité entre l'homme et la femme. C'est ça la justice sociale. Quand on parle de discrimination, c'est le fait qu'un genre n'est pas au même niveau, je peux dire, n'est pas considéré comme l'autre genre. N'a pas les mêmes droits. Voilà, n'a pas les mêmes droits, on ne considère pas, parce que normalement, les deux gens ont le même droit, parce que c'est ce que dit l'islam. Mais dans notre société, on se rend compte qu'il y a un genre qui est lésé, qui est relégué au second plan. C'est de ça en ce sens qu'on parle de discrimination. Et ici, le genre dont on parle, c'est le genre féminin, donc la femme. D'accord. Alors, Massa? Moi, bien avant, j'ai une petite question. Il y a une petite nuance. Oui. Quand vous parlez à la fois d'égalité et d'équité, d'abord, on n'est pas sur la même définition. Donc, à quel moment on parle d'égalité et à quel moment on parle d'équité? Parce que l'équité, c'est, par exemple, donner en fonction du besoin et des mérites. Par exemple, l'égalité, c'est de donner la même part à tout le monde. Donc, déjà, je veux comprendre la nuance entre les deux quand vous parlez d'égalité et d'équité. D'accord, l'égalité, c'est de savoir que les hommes et les femmes, selon l'islam, ont les mêmes droits. D'accord. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes valeurs. L'équité, c'est quoi? Je prends un exemple simple.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a des hommes, il y a des postes de responsabilités que certains hommes arrivent facilement à acquérir contrairement aux femmes, même si elles ont le niveau intellectuel qu'il faut pour ce poste. Le background. C'est de ça que je parle d'équité. D'accord. Massia, moi, déjà, puisque tu as fini de retourner ta question, je te retourne la question. Qu'est-ce que cela signifie réellement quand on parle de justice sociale, exemple, dans le contexte des femmes musulmanes? Justice sociale. Moi, tout de suite, j'entends par justice sociale. Déjà, il y a le mot juste qui est dans justice. On parle de donner la chance à une catégorie de personnes défavorisées, de sorte à pouvoir régler une certaine inégalité. Moi, c'est comme ça que je comprends tout de suite qu'on parle de justice sociale. Après, il peut y avoir d'autres aspects dérivants, mais tout de suite, c'est là ce qui me vient en tête. Mathé, Oui. quelles sont selon vous les formes de discrimination les plus fréquentes auxquelles les femmes font face? Les discriminations les plus fréquentes, c'est la marginalisation de la femme. On relègue le plus souvent la femme au second rang. On trouve souvent que la femme n'est pas trop forte pour pouvoir aborder certains sujets, trop intellectuelle d'abord pour aborder certains sujets et qu'elle n'a pas droit à prendre la parole dans des lieux qui lui sont interdites. D'accord. Déjà, on va aller pas à pas. Au travail déjà. Au travail. Au travail, tout à l'heure, vous avez énoncé le fait que les femmes, c'est ça, n'arrivent pas... Elles sont soit marginalisées. Elles sont marginalisées. Quand vous voulez parler de marginalisation, vous voulez parler de... Tu veux parler de quoi? Un exemple. Un exemple de marginalisation de la femme, par exemple, au travail, je prends un exemple. Si je prends dans le domaine, par exemple, nous sommes au niveau des médias. Il y a certaines femmes qui préfèrent plus être derrière les caméras, derrière les appareils, que d'être là en train d'animer. Mais il faut dire qu'il y a certains hommes qui perçoivent ça un peu difficilement. Parce que pour eux, ils se disent que c'est un travail d'homme. Et la femme serait plus à l'aise dans l'animation que de se retrouver à manipuler des appareils, soit pour filmer ou bien pour enregistrer les sons, tout ça. Donc, il y a certains hommes qui ont du mal à travailler avec des femmes dans ce domaine-là, parce qu'ils trouvent que c'est plus homme que femme. Donc, certaines femmes sont marginalisées. Comme si ce métier les appartenait au fait, comme si on avait mis homme qui doit faire ce genre de métier et que la femme ne doit pas faire ce genre de métier. C'est ça. C'est comme si on mystifiait, on mettait un mythe autour de cette corporation. Si bien que même quand une femme, on laisse le cas des médias, même quand une femme est en train de conduire, est chauffeur de taxi, on a des appréhensions. On fait, c'est la femme aussi au volant, elle est en train de conduire taxi. Mariam, bizarrement, moi, j'ai vu chez une fois une femme qui conduit un bus ou encore un gros camion. Oui. J'ai vu ça sur la route de Yamsokro-Boaké. Mais j'ai tout de suite dit, femme chauffeuse. Voilà ce que j'ai dit, l'expression que j'ai dit. Mais j'étais tellement choquée au fait, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes au volant. On n'a pas l'habitude de voir des femmes, je dirais, conduire un gros camion ou même voir une femme qui conduit un taxi ou même un baka. On voit des femmes apprenties aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est une bonne chose, mais c'est choquant. Pourquoi? Parce que c'est pas dans nos mœurs. On a l'habitude de voir donc les femmes ont du chemin à faire. Effectivement. D'accord, donc on comprend déjà pourquoi les gens sont réfractaires. Clairement. Déjà, nous-mêmes en tant que femmes, ça nous choque. Donc ceux qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas du même bord que nous, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Alors, je vois, on parlera bien sûr dans cette émission de Muslima, on rencontrera des femmes qui font des corporations, des métiers en griffe, dit pour hommes, alors que voilà, tout le monde est relégué au même plan. Et tout à l'heure, Mathé parlait du travail. De l'injustice au plan de travail, dans l'éducation, dans la vie quotidienne. Et moi, je vais parler de ce que j'ai moi-même proprement vécu. Quand j'étais au primaire, par exemple, quand il y avait l'élection de chef ou sous-chef de classe, on priorisait le fait que ce soit un garçon qui soit le chef de classe et la femme le sous-chef. Même dans les études universitaires, on voyait le même cas. Aujourd'hui, je prends un exemple.
une fille qui a 20 ans et un homme qui a 20 ans, vous allez voir qu'ils vont mettre plus de pression sur la fille qui a 20 ans pour qu'elle se trouve un mari que sur l'homme qui a 20 ans pour qu'il se trouve une femme. Ah ouais, Ça fait partie des on discriminations. va se calmer, on va parler de ce petit côté parce que c'est tellement Mais ça, intéressant généralement, ce que tu dis. il faut dire que on voit ce genre de choses plus chez les familles musulmanes. Effectivement. Oui. Mais- Malheureusement. D'accord, malheureusement. Pour vous, c'est malheureusement, mais moi, je ne vais pas dans le même sens que vous. Parce qu'on sait que déjà, une fille qui a ses menstrues, il y a des choses qui se passent également dans son corps, au même titre que le petit garçon, on est d'accord. Mais les amourettes et autres, les parents ont peur que d'autres personnes puissent venir gâter leur enfant. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une raison, mais c'est une façon pour ces personnes, pour ce parent-là, qui a peur de pouvoir dire ouf, un ouf de soulagement, je vais dire, comme si cette personne voulait se débarrasser de je vais dire, sa responsabilité, de dire ouf, c'est bon, ma fille a atteint la majorité et maintenant, elle est mariée. Je n'ai plus de problème. Parce que ce qui peut choquer ces parents-là, c'est que ces filles-là puissent tomber enceintes et puissent déshonorer leur famille. Moi, chez moi, on griffe dans la tête du parent, c'est ça. Pour moi, Mariam, je dirais que c'est... Je redonne la parole rapidement à Voilà. Jamila parce qu'elle n'avait pas fini. Il faut savoir que c'est ces parents qui mettent la pression sur ces enfants afin qu'ils puissent se marier, voilà, pour ne pas, je dirais, être à la déchéance, si je peux m'exprimer ainsi. L'enfant, je dirais plus la jeune fille, peut aller faire un mauvais choix et qui va lui coûter toute sa vie. Et ce qui est très dangereux, oui. Très, très dangereux. Donc, ce sont des choses à revoir. À revoir, vraiment. Nous, on doit vraiment faire attention à cela. Mathé? Oui, moi je dirais plutôt que cette pratique-là, c'est une fuite de nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Il serait plus intéressant que nous communiquions sincèrement avec nos enfants, que nous éduquions nos enfants à leur vie sexuelle, plutôt que de leur mettre une pression à se trouver en époux. Voilà. Parce qu'il faut dire que dans notre société actuelle, à 20 ans, la jeune fille est encore dans les études, elle est encore sur les bancs. C'est cela. Voilà. Donc, quand nous inculquons déjà l'idée du mariage dans la tête de la petite fille, elle va plus se concentrer sur le fait d'avoir un époux que de pouvoir prendre ses études à bras le corps. C'est vrai que le rêve de tout parent est de voir sa jeune fille mariée. C'est voilà. Mais tu es d'accord, ce que tu dis, moi je suis d'accord, mais en même temps je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu dis la fille qui a 20 ans, là c'est une petite fille. Moi-même, je me suis mariée, mais il y avait 21 ans. Non, bon. Donc, on peut allier, parce que ça dépend de l'âge, de la perception de la personne. Parce qu'on peut allier travail et études. Moi, sur ce, je ne suis pas d'accord. C'est qu'on puisse mettre une certaine pression sociale, sur la jeune fille qui a 20 ans, alors que le petit garçon qui a 20 ans, il est couché tout tranquillement à la maison, au salon. Même 30 ans, il est pépé. 30 ans, il n'y a pas de problème. Il peut s'amuser avec les enfants des gens, il peut faire tout ce qu'il veut, en fait. Mais il n'y a pas de pression. Au contraire, même quand on lui dit, avant, quand les hommes avaient atteint, je dirais, la majorité, les parents même leur cherchaient des épouses et tout. Mais ça, c'est plus maintenant, en fait. On est au 21e siècle, on a d'autres réalités et tout. Mais la petite fille, il y a encore de la pression. Elle subit toujours cette pression-là. Il faut qu'elle trouve un mari, coûte que coûte, vaille que vaille. Alors que le petit garçon qui est là, je ne dirais pas un petit garçon, l'homme de 20 ans qui est à la maison, le jeune garçon qui est à la maison, qui a 25 ans, qui a 30 ans, il n'a pas de pression. On s'en fiche carrément, on attend juste qu'il vienne avec, on dit, Nakabara Soro, s'il a eu du travail, voilà, il aura une femme. Donc, on justifie tout ce fait-là sur celui-là. Mais la fille, ben non, c'est comme si on la matraquait avec ce fait qu'elle doit se marier, elle doit se marier. Résultat, à un moment donné, elle fait le mauvais choix. Massa. Clairement, et je pense que c'est à revoir. Du moins, les parents doivent plus se pencher sur cet aspect-là déjà. Parce que c'est facile pour un homme de se remarier demain quand ça ne marche pas. Mais aussi, il est encore plus difficile pour la femme. Pour la femme. Oui. Et il y a toujours cette injustice-là à ce niveau. Donc, et quand tu dis qu'il est encore plus difficile pour la femme? Oui, parce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, les hommes ils vont se dire, celle-là, elle a déjà fait un mariage. Elle a déjà fait un mariage. Et c'est toujours des préjugés. Elle a déjà fait un mariage.
si elle échoue à ce mariage, c'est parce qu'elle n'est pas de bonne mœurs. Alors que c'est pratiquement pas le cas, c'est pas forcément le cas. Elle peut avoir échoué et ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de son ressort. Mais malheureusement, les préjugés, et on juge cette dernière-là. Et en général, c'est difficile. Même nous-mêmes, les parents, quand ton fils ou ton frère va, tu dis, celle-là, elle a divorcé, elle a déjà fait 2 mariages, c'est avec ça là tu veux partir. Et surtout, surtout Massa, lorsqu'elle est divorcée avec un enfant, 2 enfants, 3 ça enfants, devient encore plus difficile pour elle de se retrouver. Massa va garder la parole. C'est ça. Non, vas-y, termine. Non, vas-y, Massa. D'accord. Donc, Massa va garder la parole parce que tout à l'heure, notre invitée l'a dit, Sonia l'a dit, elle a parlé d'une forme de discrimination, déjà une autre forme de discrimination. Parce qu'on veut des exemples palpables pour que ces personnes qui sont de l'autre côté de l'écran se rendent compte, parce que parfois on ne se rend même pas compte que ce sont des discriminations ce qu'on fait. Au-delà de la vie de tous les jours, on a le monde professionnel et le monde éducatif. Dans le domaine professionnel, on a pris en exemple tout à l'heure, c'est facile de donner des postes de responsabilité, je dirais, légers à une femme. On se dit qu'elle n'a pas forcément la carrure, elle n'a pas l'audace nécessaire, alors que ce n'est pas forcément le cas. Dans l'éducation? Malheureusement, non, avant même d'arriver à l'éducation, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et en général, nous-mêmes, les femmes, par moment, on se rétracte, malheureusement. Effectivement. On se rétracte, on n'a pas forcément, comment dirais-je, ce bagage, le réflexe, ou bien cette force. Non. Cette force, oui, mais en même temps, ce courage. Voilà, l'audace à dire non, moi je peux et j'ai envie d'essayer. Voilà. Je pense que si je me souviens à l'émission de départ, on avait pris un exemple avec les chroniqueuses où on disait que pourquoi elles n'ont pas dit oui immédiatement. Mais tout de suite, il y a ce manque de courage là, ce manque d'affirmation, ce manque de confiance pour dire est-ce que je peux. Alors qu'on peut. On peut. Et également dans le domaine scolaire, c'est pareil. Par moment, on se dit il y a des filières qu'on ne peut pas faire alors qu'on peut le faire. En fait, mécanique, femmes dans mécanique. Et par moment, tu vas trouver 2 ou 3 femmes sur 30 hommes, alors qu'on peut aller au-delà. Donc, c'est un peu ça. Quand tu parles déjà dans le domaine même de l'éducation, déjà quand ils sont les enfants même sont tout petits déjà, il y a une forme de discrimination qui est là. Parce que la petite fille, elle va en cuisine, le petit garçon, lui, il peut aller jouer au billes ou bien au ballon, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc ça commence même depuis cette base-là. On va y revenir, Inch'Allah, on va en discuter tout à l'heure dans la deuxième partie ou dans l'axe 2 de cette émission. Mais pour l'heure, on part à la pub, car la pub est aussi importante dans cette émission. Nouvel arrivage à la boutique Al-Bayan. Pour vous, mesdames, messieurs et chers tout-petits, vous avez désormais des abayas, des boubous hommes et enfants, des postes récepteurs, des hycromètres manuels et numériques, disponibles dès maintenant dans votre boutique, 6 à la Riviera Golf. Pour toute information complémentaire, appelez le 05 56 84 75 82 ou le 07 97 80 82 00 ou encore le 01 72 89 91 51. La boutique Al-Bayan, un pont de sympathie entre vous et nous. C'est vendredi, on est sur le plateau de Muslima pour parler d'un thème important. Tout à l'heure, j'évoquais un fait, c'est que depuis le bas âge déjà, il y a une sorte de discrimination entre nos enfants, le petit garçon et la petite fille. On permet à la petite fille de rentrer en cuisine, d'aller en cuisine, et le petit garçon, on lui dit tu peux aller jouer, tu peux aller faire jouer avec tes amis, jouer aux billes, au ballon. Je le dis parce que dernièrement, j'ai eu un petit souci avec mon fils. Alors, mon fils, il a 4 ans. Et le dimanche dernier, on était tous au lit, parce qu'ils ont l'habitude, quand on est là, de venir le matin, nous saluer, salam alaikum, et puis on passe du temps ensemble. Et le tout petit, à un moment donné, moi je dis, je dois aller faire les œufs. Et il dit à ma fille de 2 ans, de 3 ans, Yousra, 3 ans, il dit, allez préparer, les filles vont préparer, nous les garçons, on va causer. Il a dit un thème comme ça. Et je l'avais remarqué depuis un certain temps, quand ma fille fait un truc où ma fille veut jouer avec lui, il dit, non, moi je suis un garçon, toi tu es une fille. Tu vois? Et puis je le voyais venir et puis ça me choquait en fait. Parce que je me demandais, mais où il a pris ça? Parce que c'est pas comme si les enfants ils copient ce qu'ils voient. Et moi, je n'ai pas un mari qui est comme ça. Au contraire, mon mari il prône même le genre, il prône le leadership et tout. Et je me posais la question, je dis, mais
d'où il prend ça? Pourquoi il a cette mentalité? Et ce jour-là, ça m'a énervée. Parce que je disais à son papa, son papa a souri, et puis j'ai dit, mais non, ça fait même pas rire ce que tu es en train de faire. Normalement, tu dois le recadrer. Et puis, je veux pas que mon fils il soit misogyne, entre griffes. Et je lui dis, moi, je suis fâchée. Je dis à Yousra, viens, on va aller cuisiner. Et puis lui, il reste. Et son papa essaie de lui faire comprendre que non, les garçons aussi peuvent cuisiner et tout. Et quelque temps après, je le vois venir me dire, désolé maman et tout et tout. Et puis il me dit, maman, est-ce que je peux cuisiner avec vous? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et on s'est mis à cuisiner. Mais par moment, c'est à l'école aussi. Hein, oui, mais oui, je me suis rendu compte que c'est à l'école. Parce que déjà, même quand ils vont pisser, ça c'est normal. Ils sont en train de leur faire une étude. Bon, je ne sais pas si elle dit. Ou on essaie de. Je ne sais pas si je vais dire, on les mélange ou je n'arrive pas à comprendre. Mais quand il est l'heure d'aller faire pipi, par exemple, on leur dit les garçons d'un côté, les filles d'un côté. Je me dis peut-être que la manière d'agencer les choses avec les maîtresses. Ou les maîtres, il y a eu... c'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Je pense que le problème vient du fait, les tâches qu'on donne à l'école, par exemple. D'accord. Vous allez voir à l'école, quand c'est l'heure de balayer, on va dire les filles balayent. Les filles balayent. Et les hommes, ils soulèvent les bancs. Oui, et puis je suis même le tableau. Voilà, parce qu'on considère que les filles n'ont pas suffisamment de force pour soulever les bancs. Elles sont faibles, donc elles sont plus faites pour balayer. C'est ça le ménage, c'est ce qu'elles ont l'habitude de faire. Et déjà là, comme je le disais, dans la tête du petit garçon, il se considère déjà plus fort que la fille. Pourtant, oui. Je pense qu'une fille peut soulever. Et déjà, alors que il se dit mon fils, il n'a que 4 ans, lui, il n'est même pas dans ce contexte. Et moi, ça m'a fait forcément, il y a quelque chose qu'ils font à l'école. À l'école, on réserve uniquement aux filles. Et qu'il y a d'autres choses qu'on réserve uniquement aux garçons. Et c'est ce qui est resté dans sa tête. C'est comme ça. L'enfant met dans la tête que ce sont les filles ou ce sont les femmes qui doivent faire le ménage, voilà, certaines tâches ou faire la cuisine. Moi, je suis l'homme, je n'ai pas le droit de faire ça. Sûrement à l'école. Voilà. Moi, je dirais plutôt que c'est à la maison. Peut-être avec Monsieur Étoile, vous n'avez pas inculqué ces valeurs-là. Mais il faut dire que le plus souvent, dans nos sociétés, à la maison, on a tendance à dire à la jeune fille, prends les habits sales de tes frères, va laver, va faire la vaisselle, nettoie la maison, essuie. Et le petit garçon peut dire, comme dans notre jargon en malinké, est-ce que tu vois? Mais quand le petit garçon, tout le temps, lui dit, sortez, la jeune fille fait le ménage, ou bien souvent, même quand elle se lève, elle essaie de jouer au ballon avec ses frères, la mère a tendance à crier, à dire, reviens ici. Est-ce que le jeu que tu fais là, c'est un jeu de femme, ça? Depuis quand tu es revenue femme jouer au ballon? Allez, viens me nettoyer ça. Allez, viens me faire ça. L'enfant, même le petit garçon peut finir de manger, laisser son assiette, tout. Et on demande à la grande soeur, à la petite soeur, de la débarrasser. Viens débarrasser, viens balayer. Et ça réconforte le petit garçon dans sa position en disant qu'il revient à la jeune fille de faire le ménage. Et que la femme, la petite fille est forcément à sa disposition. C'est tellement important ce que tu dis pour rebondir sur ce que tu es en train de dire. Donc du coup, quand il se retrouve en classe, même quand on inscrit le nom des personnes qui doivent balayer au tableau, quand il y a le nom souvent de certains petits garçons dedans, ils refusent de balayer. Et quand souvent les élèves, le chef des classes peut venir dire « Madame, j'ai inscrit le nom du groupe de balayage, mais telle personne n'a pas balayé. » Et le plus souvent, ce sont les garçons qui sont... Ah ouais, je commence à comprendre maths maintenant, parce qu'elle est professeure, donc de façon... dans le domaine de l'éducation. Voilà, c'est récurrent. C'est les plaintes des jeunes filles. Et quand mais comment tu gères ça déjà? Non, mais j'essaie de leur dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un travail propre à une jeune fille, un travail propre à un jeune garçon. Voilà. Et que tout le monde a le droit de balayer, tout le monde a le droit de faire le ménage. Parce que quand vous allez quitter papa et maman après le bac, vous allez soit vous retrouver chez des tuteurs, ou bien seul à louer un appartement, ou aller ailleurs. Mais qui va aller balayer pour toi? Personne. Tu seras obligé de faire le ménage. Donc, il serait intéressant qu'on essaie d'enlever ce genre de mentalité dans la tête du petit garçon en disant tu n'as pas le droit de faire le ménage, la vaisselle ou de nettoyer même les toilettes, tout. Et que lui, son emploi du temps soit résumé à la bosse. Ou autre. Même il y a des parents qui essaient quand même souvent de dire à quand la jeune fille prend ses affaires pour étudier, pour dire ferme-moi ton cahier, ce n'est pas l'heure des études, viens m'aider à la cuisine. Massa, est-ce que Massa a quelque chose à ajouter? Parce que j'ai bien envie de demander, est-ce que dans la société ivoirienne ou disons africaine, est-ce qu'on reconnaît suffisamment ces discriminations ou on a encore du mal à les nommer? Je pense qu'on a encore du mal à les nommer parce que la discrimination, malgré toutes les sensibilisations autour jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui
pour eux, c'est normal. Nous sommes encore dans une certaine culture. Nous devons respecter la forme paternaliste où le père, c'est lui qui envoie le pain et tout ça. Et la mère, elle se charge du ménage et j'en passe. Papa ne doit rien faire, c'est maman qui doit tout faire. Malheureusement, on a un long chemin à faire, on a beaucoup à faire pour pouvoir faire, je dirais, un lavage de cerveau s'il le faut. Mais Mariam, il faut reconnaître aussi que dans la religion musulmane, voilà, on a tendance à le négliger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait ses femmes à faire la cuisine, voilà, ses épouses à faire la cuisine, à faire les ménages. Et c'est cet exemple-là, je pense qu'on doit inculquer surtout à nos petits garçons afin qu'ils puissent grandir avec. Inch'Allah. Alors, Sonia, certaines femmes musulmanes disent vivre double discrimination, à la fois en tant que femme et en tant que musulmane. Comment vous analysez cette réalité? Effectivement, c'est tellement vrai. Comme je le disais, la discrimination, on le vit avec nos propres frères musulmans, c'est-à-dire dans notre société musulmane, et on le vit en dehors de notre société musulmane. Quand tu es une femme musulmane voilée déjà, tu es stigmatisée. Moi, je me rappelle d'une fois où j'étais dans un bus. Je suis montée dans le bus. Et quand je suis montée, le monsieur et avec son frère, ils ont commencé à parler en baoulé. Chose que je comprends très bien. Et ils m'ont pris peut-être une femme djoula. Moi, je suis Annie. Ils ont commencé à parler. Ceux-là, ils aiment trop ça. Ils ont même dit qu'ils ne sentent pas bon. Ils sont en train d'envahir les gens. Les trucs comme ça. Donc, j'ai rétorqué en Annie, puisque eux, je sais qu'ils comprennent. Et vous, les baoulés, quand on parle des gens qui sont face à face, vous vous taisez. Parce que c'est vous, vos femmes font des enfants partout dans le monde. Donc quand on parle là, vous vous taisez. Ils ont fermé leur bouche parce qu'ils étaient étonnés que je comprenne. C'est ça. Ils ont eu honte, ils sont partis s'asseoir quelque part là-bas, ils ne m'ont pas regardé jusqu'à quand je suis descendue. Ça, déjà dans la société, la femme subit ça. Donc moi je trouve que c'est encore difficile pour elle de venir vivre ça encore dans sa communauté. Vous savez, malheureusement, quand on parle de discrimination, les gens pensent qu'on veut marcher sur les hommes. On veut élever les femmes pour marcher sur les hommes. On veut faire des femmes non soumises. Il ne s'agit même pas de ça, en fait. Comme ils ont tendance à malheureusement, dire il ne s'agit pas de ça. Des femmes émancipées. Ouais, ou bien, on s'en va prendre les choses de l'Occident pour venir imposer ça dans notre religion. Pourtant, l'islam, c'est la première religion qui a donné tous les droits à la femme. Qui a et malheureusement, en fait, c'est parce qu'on a mélangé la tradition et à la religion. Aujourd'hui, on se retrouve malheureusement, je ne sais pas si certains hommes ont peur que la femme s'affirme. Moi, je me dis peut-être c'est ça, parce qu'ils se disent que peut-être la femme peut être au-dessus intellectuellement. Je parle de intellectuellement parce qu'une femme musulmane sait qu'elle doit être soumise à son mari. Elle n'a pas besoin de venir peut-être le piétiner parce qu'elle a un certain niveau intellectuel. Une vraie femme musulmane ne va pas faire ça. Non. Donc, franchement, j'espère que nos hommes musulmans vont comprendre. Alhamdoulilah, j'ai dit Alhamdoulilah parce que beaucoup, aujourd'hui, beaucoup le comprennent. Voilà, aujourd'hui, beaucoup le comprennent. Donc, on va dire Alhamdoulilah, même s'il y a beaucoup encore à faire. Il y a beaucoup encore à faire. Massa, est-ce que toi, tu as été déjà témoin ou victime d'une discrimination liée peut-être à ton voile, à ta foi, à ton apparence? Pas vraiment, mais juste une anecdote. Je pense que je l'ai raconté à l'émission de départ également, si je me souviens, où j'étais dans un véhicule et puis un monsieur m'a dit, a dit à l'apprenti, est-ce que c'est la même de la manière elle est là, est-ce qu'elle comprend français? Parce que j'avais les écouteurs, le monsieur a parlé, il n'a pas compris. J'ai pas entendu du moins. Donc, il se disait certainement que parce que je suis là, je suis une femme, je suis assise avec mon vilain voile là, donc certainement dans un gros boubou. Donc, peut-être, je comprends même pas le français. Et malheureusement, c'est récurrent. Que ça soit même souvent dans les administrations, quand vous arrivez, on vous demande est-ce que vous savez écrire? Moi, on m'a demandé est-ce que vous pouvez remplir le formulaire? Je dis mais pourquoi on a besoin de poser cette question? On me donne le formulaire, si je ne peux pas, naturellement, je vais le dire. Je vais dire, je ne peux pas remplir le formulaire parce que je ne sais pas écrire. Et ces questions-là, on ne les pose même pas à une sœur chrétienne, par exemple. Même quand elle est couverte carrément, quand elle arrive, on ne lui pose pas ces questions. Non voilée. Alors que pourquoi nous, on doit le faire en tant que musulmane? Je me dis qu'il y a beaucoup à faire encore une fois. Beaucoup à faire. Est-ce que, moi, j'aimerais poser une question. Je ne sais pas si vous avez tous la même vision de voir les choses que moi. Est-ce que le fait qu'on nous retire le voile à l'école, qu'on ne nous permette pas à nos petits-enfants, à nos sœurs de mettre le voile à l'école, ou lorsqu'on fait des photos de carte d'identité,
ou quand on fait des passeports, le fait de nous dire d'enlever notre voile, est-ce que c'est pas une forme de discrimination? Non. Oui. C'est une forme. Pour toi, si? Si, d'accord. Parce que on nous dit qu'on est dans un pays laïque, voilà. Je suis mitigée. Voilà. Moi, je suis un peu perplexe par rapport à cette question. Parce que je me dis que dans une salle de classe, on peut avoir affaire à plusieurs religions. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Oui, il peut y avoir des bouddhistes, il peut y avoir des célestes, tout. Si chaque religion doit se faire remarquer de par sa tenue vestimentaire ou par son foulard ou par ce qui lui démarque, je vous assure que dans une salle de classe, on va assister à de l'anarchie totale. Ça, c'est en tant que professeur. Voilà, c'est en tant que professeur. Je prends le cas des aristes, par exemple. Si eux doivent s'habiller en tout blanc peut-être le vendredi, ils ne vont pas porter les tenues. Ils vont se mettre en tout blanc pour pouvoir venir s'asseoir en salle de classe. Et ce jour-là, ils ne vont pas porter les kakis. Et si on leur dit non, vous n'allez pas porter ça pour venir, ils sont capables de dire, mais pourquoi la sœur musulmane a le voile et vous m'interdisez que moi, le vendredi, ma religion me demande de me mettre en tout blanc, vous m'interdisez que je porte mon blanc pour venir. D'accord, là je suis d'accord. Et dans le cas de, ça c'est l'école, dans le cas de la vie courante de tous les jours, où lorsque une femme rentre dans une administration, pour aller faire une carte d'identité, on lui demande d'enlever le voile. Parce que chez moi, par exemple, je trouve que à quoi mon voile à quoi avec le fait que on nous donne cette raison, je ne sais pas si c'est une raison tout bête, excusez-moi, il faut qu'on voie les oreilles, il faut mais à quoi mon voile à quoi avoir avec tout ça en fait? C'est un cheminement spirituel, c'est quelque chose de tellement personnel. C'est un cheminement spirituel. J'ai atteint un niveau, un degré de ma spiritualité. Et si on doit me retirer ce droit, pendant que d'autres personnes peuvent se déshabiller et marcher, moi je trouve que ça c'est une forme de discrimination pour moi. Autant on peut laisser Jamila ou Massa s'habiller comme elle veut, autant on devrait me laisser m'habiller comme je veux également. Sonia? Oui, je suis totalement... Et c'est à ça que je voulais en venir. Moi, mais je ne parle même pas du niveau scolaire. Quand on nous dit qu'on doit avoir les oreilles, bon, si je plie mon voile ici, on voit mes oreilles, je n'ai pas besoin d'enlever totalement mon voile pour qu'on voie mes oreilles. Je mets juste la partie là derrière les oreilles. Et je peux vous dire qu'il y a certains qui n'exigent pas. Oui. J'ai déjà pris certaines photos où la personne m'a dit, est-ce que tu peux faire de sorte qu'on voie tes oreilles simplement? J'ai fait de sorte qu'on voie mes oreilles. Je n'étais pas obligée d'enlever mon voile. Je pense que les personnes qui insistent pour que tu enlèves le voile, c'est juste une mauvaise foi. Sinon, si tu as tiré un peu, ton oreille peut sortir, tu prends ta photo, et puis tu prends ta photo, c'est fini. Ou bien quand tu portes le voile, on ne te reconnaît pas. Je ne sais pas. C'est plus de la mauvaise foi que moi je pense. Ça revient à la même chose que des mèches. Entre je porte quelque chose qui met mes oreilles dehors, quelqu'un qui porte une perruque, il n'y a pas de différence en fait. Forcément, elle va tirer sa perruque, mettre derrière, pourquoi on voit ses oreilles? Elle tire même pas le plus souvent. On leur a jamais retirer la perruque. Non, mais je veux dire qu'elle va peut-être ranger les mèches derrière ses oreilles. On leur dit même pas ça. En fait, l'idée c'est d'avoir un visage dégagé. Effectivement. Donc dès l'instant où les oreilles sont visibles, le visage est bien dégagé, il n'y a pas de souci. Donc, alors que par moment, il y a certaines personnes qui vont te dire non, il faut carrément enlever le voile. Certains exigent, tout ça. Je me dis, moi, je suis déjà tombée sur des gens qui m'ont laissé mon voile, juste que j'ai fait sortir mes oreilles tranquillement. Moi, j'ai eu un souci face à cela. Je peux dire dans les années de 2016-2017, lorsque j'étais en formation de délégué médical. Il faut dire que le fondateur même de l'école il disait à chaque fois, mais Adja, avec ton voile, avec ton accoutrement, tu penses que tu peux sortir délégué médical? Je dis, mais pourquoi pas? Il dit, si on vous met avec d'autres élèves, voilà, de l'établissement, dans un stage par exemple, que tu risques de ne pas avoir de stage. Mais cela a joué sur moi. Oui, cela a joué sur moi parce que il faut dire que je t'ai vraiment touchée. Donc du coup, un jour, j'étais assise et puis je dis à mon mari, j'ai dit, mais si je ne vais pas avoir travaillé avec le voile, je ne peux pas aller à l'école avec le voile. Il dit, mais c'est mieux, je vais retirer mon voile. Parce que chaque fois que je vais en formation, il y a toujours, soit mes professeurs ou même le fondateur, ils ont toujours des mots pour me rabaisser au fait, pour que je sois découragée. Mais je venais toujours au cours. Mais il faut dire par moment, j'avais plus la force. J'avais plus la force. Je me rappelle mon professeur en pharmaco qui me disait une fois que même si lui doit me trouver un stage, à mon devoir, soit j'enlève mon voile. Voilà, si je veux vraiment garder le voile, je n'aurai pas de stage. Ce qui m'amène à poser la question. Voilà.
Est-ce que certaines femmes musulmanes finissent par s'auto-censurer pour éviter le rejet? Censurer, je ne comprends pas ton C'est-à-dire à la retirer le pour avoir du personnellement, je n'en connais pas. Moi, j'ai refusé. Non, parce qu'elle était déjà à bout. Oui, moi, si. Moi, je savais même sa réaction. Moi, je sais que mon mari n'était pas présent en train en de ce moment précis-là. Je ne gagnais pas. Jamila, attends. J'allais enlever le voile. Je pense que mon 8 ans, en train de chercher travail, je ne gagnais pas. Et le plus souvent, travail, à cause de ton voile. Le plus souvent, c'était le voile qui revenait. Et à chaque fois, je refusais. D'accord. Arrivé un moment, je dis, à faire des travail, même pour quelqu'un, je vais l'essayer. J'ai commencé à faire mon commerce. C'est ça, Dieu a fait, je suis rentrée dans la formation où je suis sortie sage-femme. D'accord. Donc, personnellement, comme je l'ai dit, je n'en connais pas. Peut-être d'autres le font, mais moi, je ne vais pas le faire. Et je pense que je ne vais jamais le faire, Inch'Allah. Inch'Allah. Et tu penses que ce n'est pas la bonne méthode? Ce n'est pas la bonne méthode. D'accord. Jamila voilà, disait, comme je le disais, son expérience qui est tellement importante. Voilà, s'il n'était pas présent à ce moment-là, j'allais retirer mon voile parce que c'était un moment difficile, pénible pour moi. Un moment de prise de décision. Et puis, il faut dire, avec toutes ces filles avec lesquelles j'ai fait la formation, ils ont tous trouvé un stage pour ces personnes-là. Mais moi, non. Et je suis restée comme ça. Oui. Même parfois, quand j'appelais mon professeur en pharmaco, parfois même je plaidais, je le suppliais, je lui donnais même des pourboires afin qu'il puisse me trouver un stage. Mais jusque-là, non. Wow. Oui. Il a fallu que mon mari puisse réagir, appeler, je dirais, un de ses collègues depuis Korogo, voilà, afin qu'il puisse me trouver un stage en délégué médical jusqu'à Korogo. Vous imaginez? Et en ce moment-là, si tu ne fais pas attention que le shaitan, il joue avec ta foi, mais tu vas enlever le voile. Parce que moi, j'ai été victime de ça. Oui. Et c'était vraiment très dur pour moi. Parce que j'ai fini ma formation, pour avoir un stage, c'était un problème. À plus forte raison, un travail. Combien de femmes vivent ce genre de choses, vivent ce genre de situations, mais d'épreuves dans leur vie? C'est beaucoup. Mais surtout, se retrouvent sans personne. Surtout, tu imagines ces filles qui sont des aînées de famille, qui sont obligées de se battre, de rentrer de partout pour sortir maman de misère, pour sortir papa de misère. Pour dire, voilà, la pression pour dire, mais soit mon père ou ma mère ne sont plus en vie. J'ai des frères à prendre en charge, j'ai des sœurs à prendre en charge. Tu imagines ce genre de personnes-là, si elles n'ont personne à leur donner des conseils, mais elles vont céder. Elles vont céder parce que moi, j'ai été victime de ça. Qu'Allah nous accorde la foi. Alhamdoulilah, toi, tu n'as pas cédé. Et nous, on a envie de céder à la pub. On part avec la pub. Nouvel arrivage à la boutique Al-Bayan. Pour vous, mesdames, messieurs et chers tout-petits, vous avez désormais des abayas, des boubous hommes et enfants, des postes récepteurs, des hycromètres manuels et numériques, disponibles dès maintenant dans votre boutique, 6 à la Riviera Golf. Pour toute information complémentaire, appelez le 05 56 84 75 82 ou le 07 97 80 82 00 ou encore le 01 72 89 91 51. La boutique Al-Bayan, un pont de sympathie entre vous et nous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, louange à Allah en toutes circonstances. Et bien, si vous venez de nous prendre en marche, ce soir on parle de discrimination, femmes musulmanes et justice sociale, plaidoyer contre les discriminations. C'est de cela qu'il s'agit. Et tout à l'heure, voilà, pendant la pub, Maté nous disait qu'il y a une autre forme de discrimination qu'on n'a pas touchée, qu'il faille qu'on puisse bien toucher, car ce sont les réalités que vivent les femmes en griffe, je ne vais pas dire en griffe, même dans leur couple. Allez Maté, on t'écoute. Oui, je parlais des discriminations sexuelles. D'accord. Souvent, on a tendance à penser que c'est l'homme qui doit montrer son désir sexuel et non pas la femme. Quand une femme montre son désir sexuel ou la femme montre qu'elle désire son homme, on a tendance à la traiter de frivole, de femme légère, de mousso moulbari. Ou bien souvent, quand l'homme est assis et qu'elle vient pour lui faire des câlins ou lui montrer qu'elle a envie, voilà, on la repousse, on la rejette, on dit non, c'est pas ton droit. La femme ne doit pas montrer à l'homme qu'elle le désire sexuellement. C'est toujours à l'homme quand il a envie de venir vers la femme et non le contraire. Et en plus, elle ne doit pas refuser. Elle ne doit pas refuser. Elle ne doit pas refuser. Donc ça aussi, c'est une forme de discrimination.
ça c'est pas le fait que... Est-ce que ça c'est une discrimination? Bien sûr. Le fait qu'elle bien elle sûr, ne doit pas refuser. bien sûr. C'est une Imagine. Parce que même dans notre religion aussi, là, on ne doit pas refuser un Non, homme. non, on n'a pas dit Quelqu'un ça. qui est en vie, qui brûle d'envie. Non, non, ils n'ont pas Bon, dit là, ça. on va sortir du sujet. Non, c'est pas pour Alors ça que je j'ai suis- pas envie de sortir du sujet. C'est ça. Et Refuser c'est- sans raison. C'est que Mathé dit, je te redonne la parole, ce que Mathé dit, moi je suis d'accord, en même temps je ne suis pas d'accord. Parce qu'on va en parler même au cours de cette émission, hein, du fait que les femmes même là, elles aussi, à un moment donné, le plus, parce que ce que tu es en train de dire, c'est une minorité, le plus souvent les femmes même n'arrivent même pas à demander. À demander. Il y a ce problème aussi. Donc celles aussi qui demandent là, on dit elles sont molibali. Mais Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les femmes demander. Tu vois? Oui. comme tu viens de le dire, Rapidement, et puis, est-ce notre qu'elle n'a invité va pas réagir. peur Voilà. de sorte qu'on la traite, comme tu l'as dit, Voilà, de d'être molobali, rejetée. de frivole. Voilà, peut-être c'est ce qui fait Qu'elle a peur. Qu'elle demande qu'elle a pas. peur de demander, elle a D'accord. peur de partir vers On l'homme. va en parler dans un autre numéro de Muslima. Anoki, Sonia. Oui, oui, je disais que, quand tu disais que non, dans notre religion, notre religion n'a pas le droit de refuser. On n'a pas le Et droit tant de pour l'homme, des refuser deux côtés, hein. sans raison. Sans raison, Sans le c'est sans fatigué. raison. Il y a beaucoup de femmes aussi Voilà. qui sont toujours fatiguées. Non, C'est non, bon, on n'a qu'à dire la vérité. Allah sait mieux. Je pense que ma Allah sait sœur. mieux. Allah connaît les intentions des gens. Si tu es réellement Moi, tu fatigué, n'es pas si tu venu te- aussi dans le foyer des gens pour être si fatigué tu tous te les jours, sens hein, ma pas sœur. bien, par Pardon. exemple, si tu ne te sens pas bien, Allah ne va pas te punir parce que tu as dit non à ton homme. Mais malheureusement, on nous fait croire que c'est le cas. Oui, ça, je suis L'homme lui peut d'accord. dire qu'il est fatigué, il n'y a pas de problème. Mais la femme, elle n'a pas le droit Elle n'a pas le droit d'être fatiguée. Elle n'est Là, pas je une suis machine. d'accord, mais en même temps, comme je dis, il y a beaucoup de nos sœurs aussi qui sont toujours fatiguées. Ça, ça dit, Mais Allah, c'est c'est mieux. elles aussi qui n'aiment pas polygamie. Donc, si tu es toujours fatiguée, tu Ça peux, vient, tu vois. Bon, on reviendra. Pardonnez ma main. Ne venez pas me créer des problèmes. Ma main. Donc, on reviendra, Inch'Allah. Je pense qu'on en parlera, Inch'Allah, dans d'autres émissions. Alors, comprendre déjà, c'est déjà un pas. Agir, à plaider, à changer de mentalité. Alors, comment passer de la prise de conscience à l'action? Roulement de tambour. Jamila. Non, c'est Massa. Et elle sait que c'est elle que je parle. Parce que déjà, nous tous, on est conscients ici. Mais déjà, comment de la prise de conscience, on passe à l'action? Comment faudrait passer à l'action? Déjà, l'action, moi, je dirais que nous-mêmes, femmes d'abord, on doit être éduquées. Connaître nos droits, connaître nos devoirs, savoir ce qu'on vaut, déjà. Parce que pour pouvoir convaincre une société, il faut que nous-mêmes, on soit convaincus de notre combat qu'on mène. Donc déjà, il faut que nous-mêmes, on prenne ce combat-là à cœur, qu'on soit éduqués, qu'on sache ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Quelles sont les limites de notre capacité. Avoir confiance en nous, surtout ça. Parce que, encore une fois, pour aller dire à quelqu'un, moi je veux du pain, il faut savoir si c'est vraiment le pain que tu as envie de manger, en fait. Voilà. C'est pas du croissant, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sonia, concrètement, Ok. qu'est-ce que le plaidoyer pour toi? Ok, le plaidoyer, c'est informer, sensibiliser, former. Donc, pour qu'il y ait un réel changement, il faut sensibiliser, il faut surtout former. Parce que beaucoup de femmes ne savent même pas ce qu'elles peuvent faire. Elles ne connaissent pas leurs réelles capacités. Il faut créer des formations pour ces femmes-là. Il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent faire ceci ou cela et qu'elles n'ont pas de limites. Elles peuvent tout faire. Il faut sensibiliser les hommes aussi à laisser ces femmes-là apprendre, à les laisser, comment je vais dire ça même, À être des efforchés, à les laisser développer s'envoler au leur bon, intellect, je suis de les d'accord. soutenir, de les porter. Donc, il faut une grande sensibilisation. Il faut faire comprendre, comme je le disais plus tôt, quand on parle de discrimination positive, ce n'est pas pousser les femmes à bâcher sur les hommes. Sur Non. les hommes. C'est pour que ces femmes-là aient confiance en elles. Elles aient confiance en leurs capacités et surtout que ces hommes-là qui sont censés être là pour les soutenir, les soutiennent réellement afin qu'elles puissent se déployer totalement. Parce qu'une femme qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle peut,
c'est incroyable. Elle n'a peur de rien. Voilà, c'est incroyable. Elle n'a pas de limite, elle peut tout faire. Et cela n'est pas en contradiction avec la soumission que nous demande l'islam. Pas du tout. Surtout, j'ai bien envie de rester avec Sonia pour dire, de nous donner des exemples de plaidoyer réussis qui vous viennent en esprit, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique ou ailleurs, où on va revenir, vous allez réfléchir, on reviendra. D'accord. Avec Djamila, on a parlé de plaidoyer tout à l'heure. Comment le plaidoyer peut être un outil de justice sociale pour les femmes musulmanes? D'accord. Je dirais, selon moi, notre invité l'a déjà dit, hein, voilà, il faut beaucoup sensibiliser. Et puis, je dirais aussi, il faut lutter contre les stéréotypes, les préjugés. Il faut que les femmes apprennent également à connaître leurs droits. C'est très important. Très important. Donc, on reste sur le droit. On quitte sur le droit, on va sur d'autres exemples plus palpables. D'autres exemples, tout à l'heure, elle a parlé de sensibiliser et surtout la discrimination positive. Et moi, je pense que cette discrimination positive-là se ressent à travers certains concours qu'on fait, par exemple les Miss Mathématiques. Voilà, les Miss Mathématiques, on montre à la jeune fille qu'elle est capable de faire les sciences parce qu'avant, on se disait que ce sont les garçons qui étaient beaucoup plus scientifiques et que la jeune fille était apte à être littéraire. Et d'ailleurs, maintenant, on a beaucoup de femmes dans les les instances de la science, et autres. Et donc, moi, je pense que déjà, c'est un pas positif vers le règlement de ces méthodes discriminatoires envers la femme. Et ça fait aujourd'hui que les jeunes filles qui sont choisies comme Miss Mathématiques, elles donnent de leur valeur, il y a une confiance en soi qui s'installe et surtout, montrer à la jeune femme en général et la jeune femme musulmane en particulier qu'elles ont des droits, elles ont des devoirs, elles ont des capacités, elles ont de la matière à rendre et il ne faudrait pas que nous nous sous-estimons malgré le voile. Inch'Allah. Et moi, tout de suite, j'ai une question qui me vient à l'esprit déjà pour l'invité. Moi-même, il y avait une question, mais finis ta question. C'est vrai qu'on parle de plaidoyer, c'est vrai qu'on parle de sensibilisation, défendre une cause, mais est-ce qu'à long terme, cette sensibilisation-là, ce plaidoyer-là, n'aura pas un impact contraire? Est-ce qu'on ne va pas finalement tendre vers une discrimination maintenant vers les hommes, par exemple? Je pense que... On va parler peut-être d'inégalité alors. Voilà, d'inégalité. Bon, je ne pense pas vraiment que ça va tendre à ça. Parce que à long déjà, terme, je dirais que le mal est assez profond. Le mal est assez profond. Donc je me dis, le temps, on va attendre à ça là. C'est pas maintenant. Vous pensez? C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Mais je pense que, comme on peut pallier à ça. À chaque étape, son problème et sa résolution. Pour le moment, c'est ce problème-là qui est là. Et il faut essayer de le résoudre. Inch'Allah, on va aviser avec le temps, mais je ne pense pas que ça puisse arriver. Voilà. Surtout pour les femmes musulmanes, je ne pense pas que ça puisse arriver, parce que nous, on a encore l'islam pour guide. Nous recadrer. Nous recadrer, en quelque sorte, exactement, nous regarder comme elle vient de le dire. Donc, je ne pense pas que ça puisse arriver. Ce qui me fait moi particulièrement peur, c'est que c'est sur ça que je reviens à chaque fois. Ce n'est pas pour venir en opposition à l'homme. Parce que malheureusement, certaines femmes se perdent dans ça. Certaines femmes se perdent dans ça. Elles viennent tenir tête à leur mari parce qu'aujourd'hui, elles ont certains postes de responsabilité ou autres. Et vraiment, j'en appelle à toutes ces femmes-là. Avoir des postes de responsabilité ne fait pas de toi un homme dans ton foyer. Tu es toujours la femme. Tu dois continuer à respecter et à honorer ton homme, malgré le poste de responsabilité, même si ton poste dépasse pour ton mari. Après, moi, je me dis que ça part de l'éducation. Et pour cela, les hommes ont tendance à dire que lorsqu'une femme arrive à transformer 5 francs en 10 francs, elle devient impolie. Quand la femme commence à avoir un peu, on ne peut plus la maîtriser dans le foyer. Face à là qu'on ne soit pas ce genre de femme. Oui, Mathé, tout à l'heure, tu veux. Donc, je disais que ce que Djamila a dit est vraiment, Massa, disait, est important à souligner. Hein. Comme je l'ai dit, dans nos salles de classe, nous remarquons aujourd'hui qu'on a tellement fait la promotion de la scolarisation de la jeune fille et qu'aujourd'hui,
on remarque que dans les salles des classes, il y a plus de jeunes filles que de jeunes garçons. Les jeunes garçons sont de plus en Voilà. plus délaissés. Les petits garçons deviennent de plus en plus délaissés. D'abord parce que déjà à la maison, on se dit quand la jeune fille réussit, elle a plus en regard sur sa famille que le petit garçon. Donc, avant, de la manière, la jeune femme était marginalisée. Elle se dit, si elle a trouvé un mari, c'est le plus important. Si elle sait cuisiner, c'est le plus important. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'on voit que la femme, aujourd'hui, peut occuper des postes de responsabilité au même titre que l'homme. Et malheureusement, la promotion du genre en train de marginaliser un tant soit peu les petits garçons. Effectivement. Voilà. On les prend plus souvent maintenant pour faire de petits métiers, aller au champ. Donc, quelque part, ce que Massa dit, c'est pas faux. Il faudrait qu'on essaie d'être un peu plus équitable, voilà, en fait. à ce niveau-là. Donc, c'est dire qu'il faudrait que les hommes, je vais dire, toutes ces personnes qui font la promotion, on est déjà au terme de notre émission, mais ça sera ton mot de la fin avant que notre... En fait, c'est de savoir diriger le combat. C'est surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comme elle a dit, on est en train de faire face à un phénomène d'enfants de rue et tout ça. Et en majorité, ce sont les petits garçons. En majorité. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord que... Allons-y. Non. On va faire le reste des débats dans les maisons, mais on va vous demander votre mot de la fin. Ok, mon mot de fin, c'est quoi? C'est d'encourager toutes ces femmes-là qui se sentent lésées, qui se sentent mises à l'écart, à s'instruire, à apprendre de leur religion, parce que c'est le plus important. Une fois que tu connais ta religion, tu sais exactement où sont tes limites, tu sais ce qui t'est dû et tu sais ce qui n'était pas dû. À s'instruire, à apprendre des métiers, pour celles qui ne sont pas parties à l'école, apprendre des métiers parce qu'elles peuvent beaucoup. Toujours j'aime le dire que, je dis la première limite à l'homme, c'est lui-même. La première limite à l'homme, c'est lui-même. Qu'elles se mettent dans les têtes qu'elles peuvent tout. Et j'aimerais aussi sensibiliser les hommes à aider ces femmes-là. Parce que très souvent, si elles ont peur de faire, si elles ont peur d'essayer, c'est parce qu'elles n'ont pas ce soutien-là dont elles ont besoin. Comme tout de suite Jamila l'a dit, si elle n'avait pas eu le soutien de son mari, je ne pense pas qu'elle serait arrivée là où elle est arrivée aujourd'hui. Merci à vous, Fatima, Sonia, Anoki, d'avoir été notre invitée. Qu'Allah vous récompense. Merci à Jamila Sidibé, merci à Massa Diabaté, merci à Marthe Maté Traoré, voilà, je me perdais, mais là je me suis retrouvée. Sachez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que le plaidoyer, c'est l'art de parler pour celles qu'on n'entend pas. C'est le courage de refuser l'injustice mais avec sagesse, avec foi et avec amour. Le débat continue chez vous, on vous le permet. On se prend, Inch'Allah, vendredi prochain pour un autre thème plus accrochant, plus parlant. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.